Merci beaucoup pour animer avec moi peut-être ce temps de questions. Je vais demander à Bruno Michon de nous rejoindre là devant vous, puisque c'est lui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parmi toutes nos équipes de coordination, d'organisation de ce colloque qui a fait le lien et le lien notamment avec tous les intervenants dont Maxime Boisdy aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Je ne savais pas, moi, que le propos de Maxime allait porter en grande partie sur les Gilets jaunes. Je suis vraiment ravie qu'on en parle. On va continuer d'en parler. Parce que pendant les premières années, je pense que Bruno va me relayer rapidement, il s'en souviendra, pendant les premières années de nos journées d'études autour du réseau Virage, on essayait de faire partager à nos auditoires divers et variés, de professionnels essentiellement, qu'il y avait un certain nombre de questions à se poser en dehors de la seule question religieuse et même de la seule question de l'islam. Je pense que Guillaume y reviendra aussi tout à l'heure par rapport à d'autres formes de radicalisation qu'on avait connues même avant dans notre pratique, dans sa pratique de pédopsychiatre et au sein de la maison des ados. Et c'est lors d'une journée à Chaumont, je crois, de mémoire, dans une école de gendarmerie, que pour la première fois, on nous a posé la question en 2019, est-ce que vous pensez, quand vous dites qu'il ne s'agit pas que de religion ou d'islam, est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes, c'est un mouvement radical, que c'est un mouvement radical violent ? Et je me souviens, mais c'est vraiment le moment où je vais laisser la parole à Bruno, qu'on n'était pas super à l'aise en fait pour répondre, ni oui, ni non. Et du coup, dans la foulée, la question a émergé aussi dans la salle de savoir si il fallait aussi appliquer ces questions aux violences policières qui s'exerçaient effectivement en face. C'est vrai qu'on est de nouveau finalement dans ces questions-là aujourd'hui. Et pour moi, elles sont vraiment importantes parce que s'ajoute celle de la désobéissance civile. Et je crois vraiment qu'on n'a pas fini. Et je suis vraiment ravie qu'on débute cet après-midi par ces questions-là. Oui, merci beaucoup Maxime. Je savais que que le propos allait déjà nous changer un peu de ce qu'on entend d'habitude dans le médico-social sur les questions de radicalisation. Une approche visuelle et une approche très politique du radical. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qui nous tient à cœur, mais qui fait débat au sein même du réseau Virage, qui est le sentiment qu'on a eu à partir des attentats de 2015, des questions qu'on a eues en tant que professionnels intervenant dans l'accompagnement de personnes signalées pour radicalisation, mais finalement, en faisant intervenir des psys sur ces questions-là, est-ce qu'on dépolitise pas des revendications, des discriminations, des stigmatisations et c'était une question vraiment très, très forte, mais qui, en même temps, on voyait bien qu'il y avait de la souffrance psychique, on voyait bien qu'il y avait des choses qui se jouaient. Enfin, c'était extrêmement complexe. On n'avait pas beaucoup de grilles de lecture, et c'est vrai que la grille psy était peut-être un peu la première. Donc moi, en tant que sociologue, quand je suis arrivé dans le réseau Virage, très vite, en 2017, et un peu avant déjà, avec la Maison des Ados, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé. Et c'est important pour nous de poser cette question de la politisation de la radicalité. C'est-à-dire que derrière toute forme de radicalité, et c'est peut-être par ça que j'ai envie de commencer par t'interroger, derrière toute forme de radicalité, il y a un objectif politique. Et j'ai trouvé ça hyper parlant. Alors je ne sais pas si ça vous a parlé, mais en tout cas moi dans ma formation et l'image du Léviathan et le parallèle avec ces gilets jaunes de dos, moi j'ai trouvé ça mais vraiment marquant. Et la question que je me posais, donc pour faire le lien avec cette question politique, c'est au final le radical, est-ce qu'il cherche à rejoindre le grand corps,
ou est-ce qu'ils cherchent à proposer un autre grand corps et c'est un peu là-dessus que je suis resté sur ma faim. Qu'est-ce qui fait par rapport à ce grand corps? Le corps individuel, je crois qu'on l'a bien compris, n'est pas le même selon qu'on le pense comme peuple, policé, légitime, non violent, il manifeste gentiment, et la foule émeutière qui casse, là en passant avec ceux qui ont mangé avec nous à midi, je ne sais pas si vous avez vu, hein, l'arrêt observatoire, qui est l'arrêt de tram juste là, était complètement cassé. Émeutière, illégitime et celui de la foule. En fait, je vais arrêter de parler là, parce que je parle, c'est toujours la même chose. Mais voilà, comment est-ce que tu penses le rôle des corps radicaux par rapport à cet objectif politique? Est-ce qu'ils cherchent finalement à rejoindre un grand corps duquel ils sont exclus? Et là, moi, je refais le lien, parce que moi, je suis sociologue des religions, comme d'autres, avec nos femmes voilées, par exemple, qu'on exclut du corps politique au nom d'une laïcité, etc. Et qui peut-être cherchent-elles à rejoindre un corps. Mais ça, Agnès Deféo nous en parlera demain. Et là, tu nous donnes complètement autre chose, un autre exemple avec ce parallèle très flagrant, et je continue de parler, alors qu'il faut que j'arrête. Mais voilà, bon, j'arrête. Et je te laisse rebondir, je sais pas si ça fait sens. Je remonte peut-être l'image marquante et j'essaie de te répondre. Je te remercie pour la remarque et la question. Elle est très complexe parce que du coup, il faut pas l'envisager dans l'abstrait. C'est-à-dire, en gros, si on envisageait la hypothèse, une tentative de quitter le grand corps comme étant une définition de la radicalité, toutes les formes de radicalisation ne sont évidemment pas équivalentes. C'est-à-dire si on regarde finalement que veulent les anarchistes ou que veulent les militants autonomes qui sont dans les têtes de cortège, dans les manifestations à l'heure actuelle et qui sont communément désignés comme étant les casseurs, ce qu'ils veulent précisément, c'est sortir du grand corps de l'État, pour ne pas en reconstituer un autre en parallèle. La question, c'est la sortie du grand corps de l'État, c'est-à-dire avoir on va dire une extériorité à caractère libertaire et la possibilité d'une réorganisation à caractère horizontal, c'est-à-dire ne pas reproduire une tête, même si dans les milieux militants, il ne faut pas se leurrer, les têtes ressurgissent, les charismes sont là pour derrière voilà, les idéaux libertaires, remettre aussi des logiques de pouvoir. Bon, il y a une question effectivement qui est complexe. Ce que j'ai montré avec les Gilets jaunes, c'est que finalement, il y aurait aussi quelque chose de processuel, c'est-à-dire le moment où finalement les Gilets jaunes ont revendiqué le fait d'être exclus du grand corps. C'est-à-dire, on veut être dans le grand corps, on est exclu du grand corps, on n'est pas considéré, on est les petits, les moins que rien, on est dans les zones rurales ou périurbaines, les gens ne s'occupent jamais de nous, les services publics ne sont pas à proximité. Il y a vraiment eu ce type de revendication. Le symbolisme ici, finalement, qui t'a frappé et qui est effectivement frappant, va plutôt dans un autre sens. C'est l'idée de dire, bon voilà, il y aurait un corps alternatif qui aurait émergé, une corporéité sans tête, quelque chose de l'ordre d'une reconstruction. Mais au départ, ce que les Gilets jaunes justement ont revendiqué n'est pas quelque chose qui est révolutionnaire au sens strict. C'est-à-dire, la revendication, c'est on est à l'extérieur du grand corps, on voudrait être dedans comme les autres. On veut l'égalité devant l'impôt, on veut l'égalité devant l'accès aux services publics, on veut l'égalité devant l'accès à l'hôpital, on veut des salaires décents, on veut voilà, c'est ça le type de revendication. Donc après voilà, c'est effectivement la question du grand corps, ça peut être aussi je vais essayer de pas trop parler, hein, mais ça peut être une tentative finalement de caractériser des formes de radicalisation. Si je devais m'exprimer, c'est délicat, mais partir en Syrie pour rejoindre l'État islamique, c'est quitter un grand corps pour en rejoindre un autre. C'est quand même un État qui s'est revendiqué de ce nom-là et qui a eu une structure absolument tout sauf égalitaire. Donc, des formes de radicalisme qu'on a pu connaître sous cette forme-là, avec tous les problèmes qui sont posés aujourd'hui, à savoir justement et les enfants et les hommes et les femmes qui ont rejoint l'État islamique, comment on fonctionne vis-à-vis du droit, comment est-ce qu'on fonctionne vis-à-vis de leur réintégration même dans le giron étatique.
En gros, c'est ça, c'est effectivement ça la question. Il y a aussi toutes les questions de radicalisme sur le plan religieux qu'il faut imaginer. Rejoindre un grand corps qui n'est pas de ce monde. Et ça restera toujours un enjeu finalement à envisager. Hein. Et même des matérialistes ou même des révoltes à caractère matérialiste sont prises dans cette équation-là. Le mouvement altermondialiste qui a été très puissant il y a 20 ans et qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même avait un slogan: un autre monde est possible. Cet autre monde, c'est une rhétorique purement religieuse, c'est-à-dire c'est l'idée de dire on va atteindre un autre monde. Ce monde-là dans lequel on est imparfait, un autre monde peut être atteint. Donc faut envisager, je pense, ces choses de ce point de vue. Et c'est vrai que la question, moi, m'intéresse énormément, la question religieuse, savoir comment est-ce que les millénarismes, notamment, qui existent aussi bien pour le judaïsme que pour l'islam ou pour la religion chrétienne, l'idée de dire, en fait, c'est une théorie de la fin du monde qui nécessite qu'on se comporte d'une certaine façon pour être en règle avec Dieu. Et la question du djihadisme y touche directement, c'est-à-dire pour pouvoir être un fidèle ou un croyant véritable, il va falloir passer à la lutte armée. Seul le combattant, seul celui qui prend les armes contre les impies est digne finalement de gagner le paradis. Donc il y a tous ces enjeux-là. Effectivement, il y a aussi des grands corps célestes et la croyance religieuse, encore une fois, pas du tout réduite à ce serait un espace parmi les modes de contestation. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. Il y a des millénarismes également dans les mouvements radicaux d'extrême gauche ou d'extrême droite. Hein. C'est des choses structurantes. Peut-être un point avant de reprendre une autre question aussi, la question de la violence, parce que je pense qu'elle est sous-jacente à ce que j'ai raconté. Il faut que je vous dise aussi comment moi je me positionne vis-à-vis de ça. Violence d'extrême gauche ou violence d'extrême droite serait-elle équivalente dans le discours politique à l'heure actuelle? Oui. Pour moi, non. Ça ne veut pas dire que je la légitime, mais je pars du principe que des violences qui ont lieu actuellement dans les manifestations politiques en marge de la contestation contre la réforme des retraites cherchent l'égalité. C'est-à-dire c'est une violence égalitaire qui vise justement à pouvoir en gros transformer les choses de manière libertaire. Les violences d'extrême droite, non. À mon sens, absolument pas, et c'est ce qui les différencie radicalement. Alors les mêmes gestes peuvent être finalement, il peut y avoir des attitudes, des dress codes, des formes de violence qui sont similaires, mais pour moi le fond du problème se situe aussi là. Les violences d'extrême droite veulent un grand corps, hein, ça il n'y a pas de doute, c'est l'alpha et l'oméga de cette affaire. Les violences d'extrême gauche sont plus difficiles à caractériser à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que je soumets au débat également. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose de figé. J'espère qu'il va y avoir du débat parce que ça va pas de soi. Est-ce que vous voulez interpeller Maxime sur l'un ou l'autre point de son propos qui, je pense, ne peut pas laisser indifférent? Déjà merci et bravo Maxime. J'avais une petite question qui était un peu une question de niche. En fait, je crois que j'ai déjà la réponse, mais c'est pour vérifier mes propos que j'ai utilisés il y a pas longtemps. Page 137, très précisément dans les études visuelles, tu parles de la caricature d'Herdidas de Thomas Paul qui avait été parue pour le journal Der Simplicissimus en 1897 donc, et tu t'appuies sur Giorgio Agamben en disant que le peuple n'existe pas. Donc on est un peu dans cette idée de l'iconologie de la représentation du peuple en qualité d'outil d'exercice du pouvoir, et récemment tu as publié donc La société n'existe pas, donc image de la guerre civile sous Margaret Macron. J'ai fait un petit dérapage, où tu reprends comme effectivement cette célèbre phrase, et justement puisqu'on parle de l'iconologie de la représentation du peuple, de la foule et finalement de la nation d'une certaine manière, comment est-ce que tu la définis cette notion de peuple? Ça, c'est la question massive. Ah, ça, c'est la question massive. Non, je vais pas faire une théorie du peuple maintenant, parce que sinon, je perds tout le bénéfice d'un certain nombre d'hameçons que j'ai lancés pour ouvrir les débats, parce que ce serait plutôt clivant. Je pense qu'il y a
j'ai une définition du populaire. J'ai une définition du populaire, elle m'aide en fait assez souvent à pouvoir toucher la notion de peuple. Mais moi, c'est la notion de peuple, tout simplement pour te répondre très concrètement. Bon, tu fais référence à des images que j'ai pas pu montrer, etc. Donc ça peut être un peu cryptique pour vous tous et vous toutes, mais effectivement, je travaille depuis longtemps sur les manières de montrer les collectifs, et justement, la référence dans cette question, c'est un autre dessin de presse de la fin du 19e siècle, très proche de Théophile Alexandre Steinlen, et en fait, on représente beaucoup la foule, on représente beaucoup le peuple à la fin du 19e, dans tous les pays d'Europe. On fait une iconologie des foules, en fait, ça passionne énormément. Non, une manière de répondre, finalement, qui pour moi est plus invitante, parce que sinon je peux venir, effectivement, il y a des références philosophiques, il y a des travaux depuis l'Antiquité grecque et romaine, qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'il constitue, une manière de répondre qui est aussi une manière finalement de... Bon, tu peux toujours me répondre que c'est une manière pour moi de me défiler, hein, mais je l'entendrai très bien. C'est plutôt partir du populaire que du peuple, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que du coup une référence de culture dite populaire mais qui doit avoir un grand point d'interrogation. George Lucas, finalement c'est un produit des industries culturelles hollywoodiennes et quelque chose qui n'a rien de populaire au sens d'une émanation ou d'une expression du peuple, sert finalement du coup dans le détournement qui est opéré par ce manifestant, le jeu entre le dessin et le slogan, en fait à faire réémerger du populaire. C'est-à-dire, en fait, cette image est populaire et George Lucas redevient populaire parce qu'en fait, tout ça est réinjecté par la lutte dans un discours oppositionnel. Et pour moi, la question du peuple, elle émerge de ça, c'est-à-dire cette identité non figée qui émerge en permanence par un rapport de contestation. Je pourrais préciser les choses en disant que oui, un peuple émerge parce qu'il est véritablement... il est contestataire et libertaire, c'est-à-dire que la contestation ne fait pas tout. Si c'est pour reproduire un grand corps proto-fascisant ou fascisant, c'est pas la peine. Mais évidemment, l'extrême droite a une théorie du peuple aussi, hein, qui touche d'ailleurs à la même grille rhétorique. Donc j'aurais pu vous faire aussi un tout autre tour d'horizon qui est finalement comment est-ce que ne serait-ce que cette question d'un grand corps masculin. Et oui, c'est aussi ça la première question, et si ce grand corps était féminin. Alors, dans l'iconographie, et notamment médiévale, on en trouve des grands corps féminins, la question même du sein d'Abraham, qui est un sein masculin, qui finalement brouille complètement le rapport de genre du patriarche, ce qui montre quand même le type de délire puissant dont était capable la société médiévale en termes de déplacement des cadres de représentation. Mais voilà, ne pas oublier aussi que le grand corps masculin, c'est pas quelque chose d'automatiquement très sain. Je le dirais comme ça. Peut-être encore une ou deux autres questions avant de passer la parole à Guillaume Cordian. Allez-y. Donc cette image-là ne m'a pas laissée indifférente non plus, de la même manière que les autres images où on voit les personnes de face m'a semblé aussi intéressante. En fait, je me posais la question... Celle-ci ? Non, il y avait aussi l'image de la manifestation avec l'opposition entre la foule et le peuple. La première, mais on pourrait prendre aussi l'image du sein où les personnages sont de face. Et en fait, je me posais la question s'il n'y avait pas aussi un sens à les tirer dans le fait d'être de face ou de dos, parce que symboliquement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez différent, parce que là, on voit les visages. Mais quand on voit les gilets jaunes, on les voit de dos, on ne voit pas leur visage. De la même manière que dans l'image de Hobbes, on ne voit pas les visages non plus, et ils sont tous identiques, en fait. Alors bon, voilà, ma question, elle est assez simple. Le grand corps dont il est question, est-ce que c'est un corps constitué d'une foule ou d'un peuple ? De la même manière pour les gilets jaunes, en fait, est-ce que c'est constitué d'un peuple ou d'une foule ? Pour répondre, pour les gilets jaunes, oui, c'est un peuple, ils sont le peuple, ils le revendiquent. Alors après, la question, c'est que moi, on peut collectivement théoriser sur la validité de ce peuple ou non, suivant un certain nombre de critères. Sur la question de... Bon, j'aurais pu utiliser d'autres corpus, finalement, quand je suis parti, les photos de Black Bloc, de cortège de tête depuis le début des manifestations contestataires à l'heure actuelle, des photographies que j'ai finalement écartées, des images que j'ai écartées, de même que j'ai écarté les images des Bravem et d'autres unités policières actuellement déployées, qui finalement posent aussi cette question d'un type de corps radical, qui est aussi un type de corps
collectif. Je veux dire, l'idée de corps ou de corporation, c'est là où on la retrouve. Un corps d'armée, c'est dans le vocabulaire courant militaire, c'est tout simplement l'idée d'un rassemblement. Il y a un grand corps composé de petits corps. Le registre militaire est encore le meilleur pour se rendre compte finalement de ce caractère opératoire du langage. Non, ce qui oppose véritablement ces deux images, c'est que oui, effectivement, la myriade de silhouettes et de dos dans la gravure d'Abraham Boss, de telle façon en fait à pouvoir regarder la tête du souverain. C'est-à-dire, c'est pas nous c'est pas nous en tant que spectateurs qui sommes regardés, c'est le souverain. Le problème de l'État, le problème, c'est pas simplement rassembler tous les corps, c'est rassembler toutes les attentions, c'est rassembler tous les regards. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui trompe pas. J'aurais pu vous montrer des gravures alternatives parce qu'il en existe, et notamment Abraham Boss a été bien embêté parce qu'il s'est dit à un moment, il va bien y avoir un roi, en l'occurrence le roi d'Angleterre, qui allait avoir le manuscrit dans les mains. Et donc, comment est-ce qu'il faut que les gens regardent dans l'image de telle façon à ce que le roi qui est face à l'image puisse éventuellement avoir confirmation du fait que c'est bien lui le souverain. Donc, manuscrit alternatif, et on retourne tout ce beau monde en direction du roi, puisque c'est le roi qui regarde, qui est censé avoir le manuscrit dans les mains. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est pensé dans cette affaire. Après, pour les Gilets jaunes, effectivement, il y a ça. Il y a un rapport très, très complexe c'est l'anonymat du visage. Mais en même temps, il faut voir que les visages ont aussi une culture visuelle, et notamment dans la dénonciation des blessures faciales. Ça, c'est l'autre image que j'ai montrée tout à l'heure. Et finalement, oui, l'enjeu, c'est le dos. L'enjeu, c'est le dos, plein de dos. Je fais de mon gilet une pancarte, et finalement, mon identité et ma rage se laissent lire, et il n'y a pas besoin que j'ai un visage. Tout le monde sait que je suis une singularité. En fait, c'est ça la question. C'est pas une théorie de l'anonymat, on va dire, englobante, où tout le monde est pareil. Tout le monde porte un gilet jaune, et dans le même temps, c'est jamais le même gilet, donc c'est jamais les mêmes personnes, et c'est évidemment pas les mêmes cadres de pensée, et les mêmes cadres de ressenti, et d'émotion, et tout ce qui s'ensuit. Bon, tout ça nécessiterait aussi une théorie de la foule, mais j'ai pas le temps. Parce que c'est un vrai problème complexe, et justement le fait d'aller jusqu'au 19e siècle est important. Il y a vraiment eu un moment où on avait eu des entreprises scientifiques, la psychologie notamment l'a beaucoup accompagné, tentative de faire une psychologie des foules, comment la foule pense. Ça a beaucoup animé les débats, et beaucoup de discours qu'on entend dans la sphère politique aujourd'hui, et surtout sur BFM TV dans les débats à 18h le soir après les journées de mobilisation, ce sont des discours finalement qu'on pense, encore une fois, qui auraient été inventés récemment. En fait, ils ont une histoire longue et qui reprend très souvent des cadres de décrédibilisation de la foule qui remontent à cette période-là. Et donc, implicitement aussi à l'essor du mouvement ouvrier, le moment où les grandes villes se sont massifiées, le monde ouvrier est devenu un danger. Enfin voilà, il y a ce type d'arrière-plan aussi dans une possible lecture de la radicalité, qu'on utilise les images ou non. Moi, je trouve que ça fait une très belle transition sur tout le monde sait que je suis une individualité. Je pense que Guillaume a dû ça a dû le faire réagir, en tout cas les psys dans la salle, parce que je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, dans cette image, certainement. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de montrer mon visage parce que je m'exprime par l'écrit. Et je pense que t'as dû pas mal travailler sur des corpus aussi de passage à l'écriture en passant devant la station Total à côté. Vous avez peut-être vu les tags sur la station Total. Donc, mais malgré tout, dans la question de la radicalité, la question de tout le monde sait que je suis une individualité, je suis pas sûr que ça aille de soi. Ou en tout cas peut-être pas dans toutes les formes de radicalité, et ça peut peut-être nous permettre de faire la transition idéalement avec le propos suivant. Guillaume, tu viens prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Merci à ceux que je ne vois pas et qui sont, je l'imagine, à l'écoute derrière leur ordinateur. Donc je remplace un peu au pied levé Serge Effez, qui devait intervenir maintenant sur corps et famille, grosso modo, mais sur tout l'accompagnement des familles qu'il a mis en place à la Pitié, et dont on a 2 représentants ici. On aura, je l'espère,
un petit mot sur la pratique de l'équipe de thérapie familiale de la Pitié-Salpêtrière demain avec Elsa Chambouredon. Un petit mot, j'espère. Moi, je vais essayer de vous parler de façon assez globale de l'appropriation du corps dans les processus de radicalisation. Alors, on va quitter le champ politique pour aller vraiment dans la question de la clinique psy, et notamment chez l'adolescent, et voir comment cette période de vie s'avère une période de vulnérabilité particulière aux dynamiques radicales. Voilà, donc je vais vous proposer d'explorer ensemble comment le processus de radicalisation permet justement à certains adolescents de trouver des compromis dans leur travail psychique, qu'on appelle le travail psychique pubertaire, par l'appropriation de leur corps. En quelques mots, je vous rappelle la définition interactionniste qu'on utilise souvent pour définir la problématique de radicalisation, qui nous permettent d'entendre, de comprendre la radicalisation comme la rencontre entre un parcours individuel fait de vulnérabilité, on verra quelques-unes de ces vulnérabilités, et d'autre part un groupe identitaire qui va légitimer l'usage de la violence. Et cette rencontre, elle ne se fait pas à n'importe quel moment, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Maxime, elle se fait dans un contexte social, historique, politique qui va favoriser cette rencontre. Alors avant d'aller plus en avant sur la question du corps, peut-être quelques mots sur ce qui se joue à l'adolescence. Parce que parmi les vulnérabilités dont je vous parle tout à l'heure, dans le parcours individuel qui fait qu'il y a une rencontre, il a été observé depuis déjà plusieurs années, nombreuses années, par à peu près la majorité des cliniciens et beaucoup d'auteurs, que le temps même de l'adolescence représente une vulnérabilité en soi, notamment du fait des bouleversements induits par le travail psychique pubertaire. Alors, ce travail psychique pubertaire, qu'est-ce que c'est ? Je vous le rappelle succinctement, avec l'idée qu'il y a des modifications durables qui vont avoir lieu dans ce travail dans 3 espaces. Le premier espace, c'est bien sûr celui du corps, à travers les modifications générées par la puberté. Ce corps en changement va challenger notre adolescent puisqu'il va devoir conserver une continuité d'existence alors même que son corps est en pleine transformation. Et on verra en quoi ça a des répercussions importantes dans le travail qui s'ensuit. Autre espace dans lequel des changements importants émergent, c'est la famille, puisque la réémergence de ce qu'on appelle classiquement le conflit oedipien va contraindre notre adolescent à devoir s'éloigner de ses parents. C'est ce qu'on appelle le processus de séparation-autonomisation, qui va connaître une accélération massive, majeure à l'adolescence, et qui doit d'ailleurs se résoudre, la résolution du processus de séparation-autonomisation étant considérée comme la fin de l'adolescence, l'avènement de l'âge adulte, et on considère classiquement que c'est l'achat de la première machine à laver qui vient marquer cette vraie autonomisation. À voir si c'est le cas parmi les ados qu'on accueille à la maison des ados. Alors c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des maisons des ados accueillent jusqu'à 25 ans, parce qu'on sait très bien que c'est pas à 18 ans que ce processus est terminé et qu'il va prendre un peu plus de temps. Troisième espace où se joue le travail psychique pubertaire, c'est l'espace social. Cet espace social, c'est un endroit où les identifications affectives vont se déployer avec la découverte de l'altérité et du désir de l'autre, qui est par définition différent du nôtre. Ça va être également investir un idéal et choisir dans ces investissements, et qui dit choisir dit renoncer. Et par ce renoncement, la génération d'angoisse et de difficultés, on va voir, parfois difficiles à supporter pour l'adolescent. Mais ça va être également apprendre, s'engager, on en parlait tout à l'heure de l'engagement, et être en rivalité avec l'autre. Autre point, et puis j'en citerai pas plus parce que je ne peux pas être exhaustif sur tout ce qui se joue dans ce travail pubertaire, c'est bien sûr au niveau social le développement de la créativité. Et on voyait tout à l'heure comment la créativité
elle va s'exprimer également dans les revendications vis-à-vis du corps social. Alors je vous propose quelques minutes sur justement le processus de séparation-autonomisation dont je vous parlais tout à l'heure. Ce travail qui se joue chez l'adolescent va donc consister à la fois à la séparation psychique avec les parents, qui induit une forme de paradoxe relationnel. À la fois, l'adolescent a besoin de mettre de la distance avec son parent, va aller critiquer, attaquer, symboliquement en tout cas, l'image parentale, mais ça ne se fait pas forcément très facilement, puisque très souvent ça va induire une forme de culpabilité plus ou moins importante en fonction de l'autorisation, quelque part, que l'adolescent a à aller questionner ces images parentales. Et qui dit culpabilité, dit recherche d'apaisement. Et on verra comment le corps va venir justement être à l'œuvre dans cette recherche d'apaisement à travers des conduites de purification ou de rédemption. Deuxième point, le corollaire de la séparation, c'est l'autonomisation, on en parlait tout à l'heure, qui induit un paradoxe identitaire. Le besoin, d'une part, de ne plus dépendre des figures parentales, qui va générer des angoisses d'abandon, de solitude, une incertitude face au temps qui passe, la prise de conscience que quand le temps avance, à la fin, c'est la mort de nos parents, mais c'est la nôtre aussi. Et on voit souvent l'adolescence, ces périodes de transition, qui peut qui va chercher justement un apaisement dans l'investissement auprès d'un nouveau groupe d'appartenance. Quitte le groupe parental, familial, pour aller chercher quelque chose dans un nouveau groupe d'appartenance. Il va également rechercher quelque chose qui va valoriser cet investissement. D'où l'importance, la dépendance souvent des adolescents au regard qu'on peut lui porter, ce besoin d'aller chercher des validations, un regard qui va soutenir l'image de lui, c'est-à-dire le narcissisme. Voilà pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent extrêmement bien à cet âge-là, puisqu'ils vont aller chercher à la fois un nouveau groupe d'appartenance, mais ils vont être très sensibles à comment les autres peuvent les voir. D'où la fragilité à toutes les problématiques de harcèlement. Est-ce que ce que je vais poster va être vu et comment ça va être pris par les autres? Est-ce que je vais être liké? Combien je vais avoir de vues? Et ainsi de suite. Autre point, c'est que, je vous disais, cette autonomisation découvre des angoisses d'abandon, découvre également des angoisses face au temps qui passe, face à l'imprévisibilité de ce temps qui passe, et donc ça laisse notre adolescent particulièrement sensible, à l'écoute, vulnérable, on pourrait dire, aux messages qui vont apporter des réponses faites de prédictibilité sur l'avenir. D'où leur réceptivité aux théories conspirationnistes qui proposent une lecture du monde qui est organisée. Il n'y a pas de place au hasard. Et ça va pouvoir, pour certains, leur parler fortement. Alors, le processus de séparation-autonomisation, il va globalement réussir à se passer donc jusqu'à la machine à laver si l'adolescent est autorisé, si d'une part il se sent capable, on parlait de l'image qu'il a de lui-même, mais s'il se sent également autorisé à aller se séparer et à aller questionner les images parentales. Et on verra, alors je ne ferai pas un topo complet sur les dynamiques familiales comme l'aurait fait si bien Serge Effez, mais j'en parlerai un petit peu du travail qu'on a pu mener également en thérapie familiale, sur comment on peut aller travailler dans certaines familles ces dynamiques de séparation-autonomisation qui parfois, souvent, chez les jeunes gens qu'on accompagne, du moins, ces dynamiques qui vont achoper. Deuxième diapo qui fait un peu plan en même temps de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir derrière l'appropriation par l'adolescent de son corps, on va explorer les différentes fonctions psychiques du corps pour l'adolescent. Alors encore une fois, c'est pas exhaustif, j'en ai cité quelques-unes et on va aller en explorer certaines parce qu'elles prennent une valeur particulière justement dans les parcours de radicalisation. Alors,
Bien sûr, on en parlait juste avant, la première de ces fonctions, c'est une fonction maturative à travers la puberté, bien entendu, mais également dans l'autonomie progressive que l'enfant acquiert à travers le parcours adolescent pour se faire devenir adulte. Et comment on va montrer que nous sommes, ça y est, devenus un adulte, que nous avons quitté l'enfance. Alors là-dessus, les différentes sociétés, je ne suis pas anthropologue, certains d'entre vous auront certainement de meilleures connaissances que moi à ce sujet, mais toutes les sociétés ont pu proposer des marqueurs identitaires qui venaient indiquer que les individus, les sujets, les enfants avaient quitté justement l'enfance et avaient passé le cap pour devenir des adultes. Alors, certaines sociétés qui proposent des marques sur le corps, d'autres vont le faire de façon plus symbolique, à travers notamment des passages. Il y a eu bien sûr l'époque du service militaire, mais ça peut être aussi d'autres façons de marquer ces passages. L'autre fonction, et qui est le corollaire de cette question du corps et du devenir adulte, c'est la fonction identitaire, sur laquelle je voudrais prendre un peu plus de temps. Parce que la question identitaire, elle est vraiment fondamentale, centrale dans le processus adolescent. C'est elle qui permet justement de marquer cette étape de différenciation, de subjectivation, d'individuation et donc de séparation d'avec le corps familial. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, l'exposition des marqueurs identitaires va être essentielle pour signifier qu'on est passé à l'âge adulte. Alors, Anzieux, qui était un psychanalyste qui a théorisé sur la fonction du moi-peau, justement, envisageait le corps comme ayant cette peau sociale que le corps pouvait revêtir et que l'image du corps revêtait, puisque c'était justement l'espace, le lieu où venait se négocier notre identité, puisque c'est là qu'on l'exposait au corps social, aux autres. Ce qui est particulier à l'adolescence, il faut bien l'imaginer, c'est que le corps, il est subi par l'adolescent, à travers les transformations, bien entendu, pubertaire, mais également le poids du regard des autres. On en parlait sur les réseaux sociaux, mais c'est également dans la cour de récré. On sait comment, dans les collèges, il y a une souffrance au regard que l'autre, potentiellement une souffrance sur le regard que les autres collégiens, les autres camarades peuvent porter sur notre corps. On pense à ces adolescents en surpoids, on pense à ces adolescents trop petits, trop grands, trop quelque chose, ou pas assez comme ça. Mais c'est également un corps qui est subi à travers des parcours et des expériences traumatiques que certains ont vécues, et on va l'explorer un peu tout à l'heure, puisque c'est un sujet qu'on a travaillé, je pense comme plusieurs d'entre vous, parmi les jeunes gens qu'on accompagne sur des problématiques de radicalisation. Nombreux sont ceux qui ont eu des parcours faits de traumas complexes notamment. Mais justement, dans ce processus maturatif de l'adolescence, dans le travail pubertaire, va se jouer la réappropriation active du corps par l'adolescent. Bien sûr, le corps, ça va être un lieu de jouissance, j'en parlais ici là, sur le plan de la fonction hédonique du corps, mais c'est également un espace où l'adolescent va pouvoir revendiquer le fait que ce corps lui appartient à travers des phrases comme « c'est mon corps, je fais ce que je veux », quand le parent va lui reprocher de ne pas bien manger, de fumer, voire d'autres choses qui viennent marquer et avoir un impact sur le corps. Alors cet enjeu d'autonomisation dont on parlait juste avant va justement donc entrer en écho avec le processus adolescent, parce qu'il va l'obliger à négocier avec une double appartenance. D'une part, cette appartenance qui est prédéfinie par ses origines, qu'elle soit génétique, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la taille, ainsi de suite, culturelle, éducative notamment, et puis celle que l'adolescent veut construire, veut élaborer de lui-même, de façon singulière, et qu'il veut adresser aux autres. Et là-dessus, je vous renvoie à ce qu'il pouvait écrire Frantz Fanon, psychiatre dans les années 60, et sur lequel
sur lequel... Pardon, j'ai un trou sur la citation que je voulais vous donner, ça reviendra tout à l'heure, sur Frantz Fanon, et qui pouvait dire, oui voilà, il s'installe entre moi et entre mon corps et le monde, une dialectique effective. À savoir vraiment que le corps est cet espace où va se négocier mon identité. Donc, on en parlait tout à l'heure, le sujet va adopter des marqueurs identitaires sur son corps, que ce soit des vêtements, que ce soit autre chose, qui lui permettent de revendiquer son appartenance au groupe auquel il veut appartenir, dont il veut prouver l'appartenance. Et de potentiellement même y fondre son identité individuelle. Et on verra en quoi c'est justement le marqueur des identités radicales que d'aller fondre et d'aller faire disparaître son identité individuelle. Alors je ne sais pas si c'était en effet la question de Bruno tout à l'heure sur le grand groupe dans lequel viendraient se fondre les individus radicalisés. Peut-être que ça approche un peu de cette question-là. Donc cette monstration, j'ai utilisé ce mot-là, aucune référence avec le monstre du Léviathan, mais de l'idée de montrer, monstre venant de ce qu'on montre justement, donc cette façon de montrer son identité va être d'autant plus importante dans les situations où le processus adolescent d'individuation, dont on parlait tout à l'heure, va être escamoté, sur lequel l'adolescent va passer outre parce qu'il n'arrive pas justement à se séparer, il n'arrive pas à s'autonomiser, et donc il va passer par-dessus pour aller directement vers un nouveau collage identitaire, passant du collage identitaire de l'enfance à un nouveau collage identitaire. Et donc c'est des dynamiques qu'on a régulièrement observées dans l'équipe, sur lesquelles on a publié un article avec mon collègue Sébastien Dupont, qui est thérapeute familial dans notre équipe en 2019, où on pouvait justement repérer ces dynamiques d'emprise familiale intriquée, une terminologie que Serge Effez a développée, sur laquelle il a travaillé. Des dynamiques familiales où le conflit n'est pas possible, la différenciation n'est pas possible, la singularisation de chaque entité membre du groupe familial n'est pas possible, et où, du coup, faute de séparation, il ne reste comme solution, parfois à l'adolescent, que la rupture. Et là, c'est ce qu'on peut voir dans certains parcours de radicalisation. Je pense notamment à une jeune fille dont on avait accompagné le frère et la sœur, puisqu'elle était partie, hélas, en zone de guerre, après avoir annoncé, le jour de ses 18 ans, sa conversion à l'islam à ses parents, et sachant pertinemment la réaction de rupture qu'auraient ses parents à ce moment-là, puisque son père lui avait dit « t'as choisi une autre famille, au revoir, tu ne fais plus partie de la famille », et elle a dû prendre toutes ses affaires ce jour-là, ne pensant ne pas revoir ses parents. L'histoire par la suite... je ne la déploie pas, elle a pu revoir ses parents quand elle est revenue, mais dans un lien tout aussi fusionnel que ce qu'elle avait enfant, sans avoir la possibilité de justement déployer ce processus d'autonomisation et de séparation avec le corps familial. Alors ce que nous avait appris, on était en 2016, c'était vraiment au tout début de notre travail. Ce que nous avait appris le frère et la sœur de cette jeune fille, c'était que dans cette famille, il était impossible d'avoir un avis contradictoire les uns avec les autres. Et l'exemple un peu banal que nous donnait la sœur, je crois, c'était une soirée au cinéma, et le père qui demande comment c'était passé, ce qu'ils avaient pensé du film. Et il y en avait l'un ou l'autre de la fratrie qui avait dit qu'il n'avait pas trop aimé le film. Réponse du père, dans ce cas-là, on n'ira plus au cinéma ensemble. Il était même impossible d'avoir un goût au niveau esthétique différencié dans cette famille. Alors, chacun avait trouvé un peu des solutions un peu différentes pour essayer de négocier cette impossibilité à s'autonomiser, à se séparer, à se subjectiver. La grande sœur était partie très loin faire ses études, mais vraisemblablement n'avait jamais réussi à acheter sa machine à laver, comme je disais tout à l'heure, comme élément repérable, puisque
après de multiples diplômes dans de multiples universités prestigieuses dans le monde entier, était revenu habiter chez ses parents, et à plus de 30 ans, il vivait toujours dans l'incapacité à s'engager dans un travail qui lui permettrait une forme d'autonomie. Quant au frère, il était, lui, dans une telle dépendance, fusion au modèle parental, qu'il en était amené à travailler dans l'entreprise familiale. La grande sœur s'amusait d'ailleurs à rigoler de ça avec lui, en lui disant « Mais de toute façon, t'es comme papa, tu t'habilles comme lui, t'as même les mêmes chaussons que lui. T'as les mêmes avis que lui, et ainsi de suite. » Mais à quel prix pour ce jeune homme, puisque d'un point de vue de souffrance psychiatrique, c'est un jeune homme qui souffrait de TOC extrêmement sévères. Bref, des dynamiques familiales d'emprise intriquée qui génèrent une incapacité à se séparer, de la souffrance psychique, et pour certains, c'était le cas d'une des sœurs, un compromis à travers la rupture radicale avec le groupe familial. Alors c'est vrai que le collage identitaire propose un intérêt, c'est qu'il va proposer l'illusion du passage direct vers l'âge adulte sans avoir besoin de négocier les difficultés de l'autonomisation, de la subjectivation propre à l'adolescence. Et on le voit particulièrement dans d'autres exemples cliniques qu'on peut avoir, que vous avez certainement également rencontrés, où ça permet justement de faire l'économie des angoisses également générées par la séparation et l'autonomisation, et notamment des angoisses de mort. Et on le voit notamment à travers des rhétoriques, des sentiments de toute puissance très infantiles, où les jeunes gens vont pouvoir avoir des fantasmes même d'auto-engendrement, sans parents, c'est se reprénommer, se renommer et faire abstraction de l'identité qu'ils avaient auparavant. Ou à l'inverse, ou en même temps, mais on pourrait le dire de façon paradoxale, de fusion complète avec la mère, on y reviendra tout à l'heure. Sur la question identitaire, je voulais revenir également sur un c'est le travail qu'avait pu mener Mark Seligman, psychiatre et criminologue américain, dans son concept de communauté imaginaire de revendication politique, qui peut être compris d'ailleurs comme un grand corps collectif, dont on parlait tout à l'heure, où Mark Seligman repère ce collage identitaire, et il repère certains mécanismes, notamment, des choses qui vont nous intéresser, c'est que cela se fait par auto-catégorisation. C'était d'autant plus important en 2015, quand on est tombé sur ces travaux, qu'à l'époque, il y avait l'idée que les jeunes gens, et moins jeunes, qui rentraient dans des parcours de radicalisation, étaient sous une emprise, une forme de groupe sectaire qui venait un peu leur laver le cerveau, et sur lesquels ils étaient très passifs. Et l'idée que ce collage identitaire, la communauté imaginaire de revendication politique, se faisait par auto-catégorisation, dans une dynamique du coup active chez le sujet, était pour nous très parlante, parce que c'est ce qu'on entendait chez les jeunes gens qu'on rencontrait. Ils revendiquaient le fait que c'était une démarche active pour eux. Et on verra en quoi c'est important, parce que le deuxième point dont parlait Mark Seligman, c'était que ces communautés imaginaires de revendication politique avaient une particularité, c'était qu'elles se faisaient auprès de groupes qui étaient perçus comme victimes de préjudice. Et c'était quelque chose de fondamental à repérer, parce que ce vécu de préjudice, on le retrouvait systématiquement dans le discours des jeunes gens qu'on accompagnait, et qu'il faisait, comme je vous le disais tout à l'heure, très souvent écho à des vécus traumatiques qu'ils avaient eus dans leur enfance, mais qu'ils ne repéraient pas forcément comme ayant été traumatiques. Parce que souvent, des traumas complexes, donc répétés, chroniques, qui faisaient partie de leur construction identitaire précoce de l'enfance. Si je vous parle du trauma, c'est que ça nous amène à un autre aspect du corps. C'est la question de la fonction protectrice que revêt le corps. Parce que s'il convient à l'adolescent de montrer que ce corps lui appartient, il est également le lieu où il va pouvoir exprimer le refus, le non.
Alors cliniquement, nous, en psychiatrie de l'adolescent, l'endroit, c'est un aspect qu'on connaît particulièrement chez les anorexiques, qui vont refuser notamment le grandir en refusant de manger. Non, je ne mangerai pas, et non, je resterai dans un corps d'enfant. C'est en quelque sorte comme ça que, pour certaines, on peut comprendre le refus qui se joue dans l'anorexie. Mais c'est d'autres formes de refus qui se jouent à travers le corps. C'est le refus que le corps puisse être trouvé beau ou désirable. Comme ça qu'on peut entendre certaines formes de scarification également. Et plus largement, c'est le refus de se soumettre aux adultes. L'enjeu étant de passer d'un vécu de passivité à un sentiment d'agentivité. Ce qu'on disait tout à l'heure dans ce que décrivait Mark Seligman, le fait qu'il y avait une auto-catégorisation du sujet. D'ailleurs, ce refus, on va le retrouver également dans différentes formes là, de dynamique radicale. L'une qui me vient à l'esprit, c'est cette revendication de ne pas soumettre, je mets entre guillemets, mais c'est les mots utilisés souvent, de ne pas soumettre leur corps au diktat du vaccin et toute la rhétorique anti-vax qui peut aller avec. On entend là que le corps doit se protéger d'une attaque que le corps social pourrait représenter et le discours un peu parental, il faut le dire, paternel, du médecin ou du corps hygiéniste qui viendra dire voilà, il faut protéger vos corps contre la maladie. Et ce nom très infantile de toute puissance, non, c'est mon corps, je fais ce que je veux, on l'entend également à ce niveau-là. C'est là-dessus, on a quelques cas cliniques auxquels on pense. Je regarde ma collègue, Mme Senoussi. Je pense à un jeune homme qu'on va nommer, je prends un prénom au hasard, Paul par exemple, qui avait ce discours extrêmement complotiste contre les vaccins et qui, à côté de ça, essayait de revendiquer, de montrer qu'il avait le contrôle de son corps à travers de la musculation plusieurs fois, enfin tous les jours, plusieurs fois par jour, parfois même, pour essayer de s'approprier ce corps qui lui était vraisemblablement en partie étranger. On comprend après qu'on a commencé à accompagner ce garçon qu'il avait un trouble autistique qui n'avait pas été diagnostiqué, un trouble autistique atypique qui n'avait pas été diagnostiqué jusqu'à présent, et il y avait tout un enjeu pour lui justement d'accepter son corps et de se faire accepter auprès des autres. Mais je pourrais vous donner d'autres exemples. C'est l'exemple qu'on a déployé dans l'article dont je vous parlais tout à l'heure avec Sébastien Dupont et avec Mme Senoussi, c'est celui de Jeanne, qui justement, après une première expression symptomatologique à l'adolescence d'une anorexie, refus de manger, se convertit à l'islam, couvre ce corps, donc toujours autour de comment les autres peuvent voir mon corps. Là, ils ne le voient plus. Les hommes, notamment, ne voient plus mon corps. Avant, quelques années plus tard, de changer radicalement, j'utilisais cet adverbe, vers une nouvelle appropriation de ce corps à travers des piercings, multiples piercings, sur tout le visage particulièrement. Et des tatouages également, ouais. Alors c'est Jeanne, mais c'est également un autre jeune homme qui était dans cette recherche de se protéger d'un corps qui vient le protéger, des traumas répétés, vécus auprès d'un père tout puissant. Alors il décrivait mon père, et alors il nous disait ça, mais les pères de toute façon, ils ont droit de vie et de mort sur leur enfant. Le corps de leur enfant leur appartient. C'était la représentation qu'avait cet adolescent de la toute-puissance d'un parent et donc de la passivation qu'un enfant doit avoir auprès de ses parents. Et comment, à l'adolescence, il s'est saisi de la rhétorique djihadiste pour revendiquer lui-même cette toute-puissance avec l'usage des armes, une toute-puissance sur le corps des femmes, notamment, certaines qu'il avait voulu embarquer en Syrie. Ce corps qui protège, c'est le corps traumatisé. C'est le corps traumatisé d'une jeune fille qu'on peut appeler Léa, ici. Corps qui a été abusé sexuellement, violenté par son beau-père. Et qui va être un trauma qui va marquer
la continuité de son vécu de façon massive à travers des moments de dissociation psychique répétés qu'elle va réactiver régulièrement à travers le visionnage de vidéos de propagande djihadiste, où elle va se retrouver avec des vidéos extrêmement violentes, elle va se retrouver plongée dans ses souvenirs des violences qu'elle avait pu subir enfant, auprès de son beau-père, mais également dans la cour de récréation, puisque c'était une jeune fille qui avait protégé, on va dire, c'est comme ça qu'elle le comprend maintenant, qui avait protégé son corps des abus sexuels du beau-père dans une obésité morbide, mais dont elle souffrait par ailleurs après dans les moqueries, les rejets dont elle était victime à l'école. Donc un corps honteux qu'elle avait par la suite, elle aussi dissimulé derrière un voile djihadiste, enfin musulman, pardon, et un corps qu'elle déteste, qui est honteux, qui est marqué par la haine qu'elle a contre elle, qu'elle a contre les autres, qu'elle a contre les adultes qui ne l'ont pas protégée. Cette jeune femme est maintenant plus âgée, elle a des enfants, mais c'est un corps qu'elle continue à détester. Elle s'est éloignée, comme Jeanne tout à l'heure, de la problématique de radicalisation religieuse, mais elle continue à détester son corps en le scarifiant, en l'abîmant, en le découpant régulièrement. Alors ces liens entre expériences traumatiques et processus de radicalisation, on les avait explorés avec ma collègue Dr Rowling dans un article qu'on avait publié en 2022 dans Frontiers in Psychiatry, où on explorait l'importance de ces états de dissociation post-traumatique et l'importance d'aller les rechercher dans les accompagnements cliniques auprès des jeunes gens dont on a la responsabilité dans ces dynamiques de radicalisation. Parce que s'il y a bien dans les accompagnements un des aspects qui nous apparaît essentiel, c'est d'aller explorer ces aspects traumatiques sans se fier de façon trop superficielle au premier discours. Je vous dis ça parce que il y a des années maintenant, j'étais venu à Bordeaux à un colloque que vous aviez organisé et il y avait un sociologue qui était intervenu et qui expliquait qu'il avait rencontré plusieurs personnes incarcérées pour des faits de terrorisme et qu'il les avait trouvées pas fous et qu'il les avait trouvées pas traumatisées, et, enfin, que ces personnes ne lui avaient pas parlé de traumatisme qu'ils avaient vécu dans l'enfance. Le problème, c'est que autant François, le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure, que Jeanne, que l'autre jeune femme dont je vous parlais, avant d'évoquer les traumatismes qu'ils ont vécus, avant d'évoquer les violences familiales, l'inceste qu'ils avaient vécu, il a fallu des mois et des mois d'entretien, et vous le savez bien, clinicien, que c'est pas en 1 ou 2 ou 3 entretiens qu'on aura accès à ce matériel-là. C'est d'autant plus vrai quand c'est considéré même comme normal. Rappelez-vous François qui considérait que c'était normal qu'un père ait une toute-puissance complète et qu'il ait un droit de vie et de mort sur ses enfants. Les violences que subissait François étaient de l'ordre de la torture qui ressemble d'ailleurs un peu à ce que pouvaient infliger les terroristes Daesh à leurs prisonniers, puisqu'il était puni par son père en se mettant à genoux, les tendons rotuliens sur un manche à balai, les mains derrière la nuque, et il devait regarder les autres manger, punis, bien sûr, il n'avait pas le droit de manger, et il devait les regarder dans cette position-là, position du supplicié. Les dissociations post-traumatiques, François en avait également, il les réactivait lui aussi dans des vidéos de propagande djihadiste, vont être justement un enjeu essentiel pour ces adolescents, parce qu'ils vont essayer à travers ça, à travers la réactivation de la dissociation, ils vont essayer de reprendre le contrôle sur ce corps qui est marqué par une déconnexion entre ce qu'ils vivent à travers du corps et ce qu'ils peuvent ressentir au niveau de leur pensée. Alors la reprise du contrôle du corps est essentielle effectivement dans le post-trauma. Elle est également marquée chez une autre catégorie, on va dire une autre
frange de la population qu'on peut rencontrer, plus rarement peut-être dans nos accompagnements, c'est ces jeunes gens qui sont qui sont marqués par des organisations psychotiques, souvent des entrées dans des maladies psychotiques comme la schizophrénie. On n'en a pas eu énormément, quelques-uns, je pense notamment à un jeune homme qui dans les articles on l'appelle Oumit, et qui lui essayait de faire correspondre son corps réel avec le corps symbolique qui était véhiculé par la rhétorique salafiste dont il s'abreuvait régulièrement. Et donc il avait 14 ans, il n'avait pas beaucoup de poils au menton, mais il était fasciné par les barbes salafistes, même par ma barbe, il était fasciné, et il me demandait des conseils. En tant que médecin, je devais savoir certainement comment faire pour avoir une barbe, une vraie barbe de salafiste à 14 ans. Il voulait que je lui prescrive la testostérone, ce que j'ai bien sûr pas fait, mais qu'à ça ne tienne, il a trouvé ça sur Internet et il avalait des produits pseudo-testéronés pour pouvoir coller à l'image que revêtait pour lui être un bon musulman. Alors, c'est ça, mais chez ce garçon, c'était également la question du corps de l'autre, du regard de l'autre, qui était vécu comme persécuteur. Et qui, hélas, pouvait générer chez lui des recours à la violence pour mettre à distance l'autre. On a pu être, par moments, certains membres de l'équipe, des persécuteurs désignés pour ce jeune homme. Alors on en parlait, d'ailleurs, cette rhétorique de persécution, on la retrouve aussi chez les antivax par moments. Si je pensais à ça également, c'est en échangeant tout à l'heure avec Elsa Chamboredon à midi, j'ai repensé à la question de l'accompagnement sur la question du corps dans ces situations où le corps est vécu comme étant intrusé, potentiellement intrusé par l'autre. Et j'ai pensé à un accompagnement qu'on est en train de mettre en place justement pour un jeune homme avec un de nos collègues ergothérapeutes qui l'accompagne sur un atelier d'apiculture pour lui permettre justement de gérer cette distance entre un autre, bon ici c'est pas un autre humain, c'est un insecte dont on a quelque chose à attendre, mais qui est potentiellement dangereux, et comment j'arrive à négocier cette dangerosité que je perçois sans être violent, menaçant pour cet autre dangereux qu'est l'insecte. Et il y a tout un travail qui est en train de s'élaborer avec l'ergothérapeute et le jeune homme qui est un peu dans une situation comme Oumit dont je vous parlais tout à l'heure, pris à la fois dans une entrée, dans un processus schizophrénique, enfin c'est le tout début, on n'est pas encore, c'est pas encore tranché, avec des angoisses en tout cas d'intrusion et de persécution qui peuvent être importantes, et avec des considérations derrière ça religieuses importantes. Avant-dernier point, avant que ce soit l'heure, c'est la question d'un corps qui fait peur, la fonction agressive du corps. Parce que l'autre point tout à l'heure du groupe identitaire radical, pour compléter le propos que je décrivais tout à l'heure, c'est que ce groupe identitaire radical, il a besoin d'être perçu socialement par la société comme justement une menace pour la société. Sinon, on serait sur une appartenance identitaire très forte, peut-être ce qui peut se jouer dans certains groupes sectaires, mais pour qu'il y ait cette notion de radicalisation violente, il faut bien que la société le perçoive comme violent. Et là-dessus, c'est comme ça en tout cas, je vous propose deux aspects qui nous apparaissent au devant de la question de ces dangers qu'incarnent les mouvements radicaux. C'est que vraisemblablement pour les sociétés humaines, il y a deux principales menaces. D'une part, que les hommes retournent leur violence contre leur société d'appartenance, qu'on va appeler l'endogroupe, et deuxièmement, que les femmes offrent leur fertilité à l'exogroupe. Ça, c'est depuis la nuit des temps, depuis que les sociétés humaines existent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les dynamiques radicales actuelles. Puisqu'on va trouver chez les adolescents qui vont s'approprier justement ces deux signifiants de menaces pour la société. Par exemple, ça va être la légitimation de la violence contre la société que vont présenter les garçons.
Alors on peut prendre l'exemple d'un jeune homme qu'on connaît, enfin un jeune homme, il est plus si jeune que ça maintenant, qu'on connaît bien, qui est venu à la maison des ados à différents temps, pour différentes raisons, et qui arbore des tatouages néo-nazis, un chien d'attaque, un regard qui fait peur, qui met mal à l'aise nos secrétaires, et qui d'emblée, crâne rasé bien sûr, qui d'emblée indique « Attention, je suis dangereux. Et je suis dangereux pour vous, mettez-vous à distance. » Alors, on a plein d'exemples comme ça. Un jeune homme qui arbore une grande barbe salafiste, en fonction de l'endroit où il va se balader comme ça, et en fonction de l'actualité, il va également envoyer un signifiant de danger, perçu en tout cas comme tel, par les membres de la société autour de lui. Pour les jeunes filles, on retrouve également cette menace pour la société, et la première société, c'est bien la société, c'est la famille. Et quand les familles nous appellent inquiets parce que leur jeune fille s'est convertie à l'islam et arbore un voile, on entend ici l'inquiétude que la jeune fille quitte l'endogroupe pour aller se marier et donc offrir sa fertilité à un groupe perçu comme extérieur au groupe d'appartenance. Alors ça peut prendre même des formes plus explicites. Il y a quelques semaines, il y avait le procès d'une jeune femme qui était partie même officier comme sage-femme sous Daesh. Et on voit bien là en quoi ça vient toucher à une fonction essentielle, celle de la persistance, de la procréation dans les sociétés humaines. Alors, je m'arrête là-dessus pour le corps qui fait peur, et je termine avec la question de la fonction rédemptrice du corps. Parce que finalement, le corps, il a différentes fonctions, mais ce qu'on va observer également, et fréquemment, c'est que ce corps, il va permettre la régulation de la culpabilité. Ça va prendre différentes formes. Ça peut être les châtiments auto-infligés. Alors là, je me tourne vers les historiens de la religion. Je crois que ça s'appelait les flagellants, ceux qui se flagellaient le corps pour s'expier de leurs péchés. Mais ça peut être également les dynamiques d'ascétisme, le corps que l'on va contraindre, empêcher de prendre du plaisir pour expier de ses fautes. Alors, cette culpabilité est double, comme ça que on pourrait l'observer chez nos adolescents. C'est d'une part la culpabilité d'aller attaquer les images parentales, on en parlait au tout début de mon propos. Ces images parentales, plus elles vont être menaçantes, je prends l'exemple du père de François tout à l'heure, une image totipotente, extrêmement dangereuse. Si on va commencer à aller la gratter, à aller la questionner, à aller la critiquer, il y a un retour de culpabilité extrêmement fort. Donc plus les modalités d'emprise familiale vont être fortes, et plus cette culpabilité va être massive. On peut l'entendre aussi comme ça dans ce qui se jouait par exemple chez le frère de la jeune fille qui était partie en Syrie et qui présentait des TOC sévères, notamment avec un impact majeur sur son corps. Et puis c'est également des dynamiques de rédemption face à la culpabilité que peut générer le plaisir, et notamment le plaisir sexuel. Et là je pense en dernier lieu à un jeune homme qu'on accompagne en ce moment qui se sent extrêmement coupable de ressentir du désir homosexuel et qui nous explique assez clairement comment son surinvestissement religieux vient compenser les moments où il va se masturber en pensant à des hommes. Et il va essayer de faire un point positif venant calmer un point négatif pour justement ne pas être puni à la fin. Et avoir une forme de récompense. Cette récompense, c'est le paradis. Cette récompense, c'est le plaisir infini. C'est ce dont nous parlent souvent les jeunes gens qui sont dans des dynamiques de radicalisation, surtout religieuse. C'est un paradis où on ne manque de rien. C'est l'appartenance à un grand corps, on en parlait tout à l'heure, mais finalement un paradis où on ne manque de rien, c'est vraisemblablement le retour dans le corps maternel, avant même la naissance, avant même le moment où on commence à manquer de quelque chose. C'est pour ça que je m'arrête là-dessus, en faisant le point sur le sein
l'image du sein d'Abraham, qui se trouve vraiment en position de l'utérus, retourné au sein du corps d'une forme féminine, masculine associée, mais d'un parent tout puissant à nouveau. Voilà, je m'arrête là. Je suis en retard, Delphine, je crois. J'ai essayé de relier les deux. C'est difficile, mais je crois que j'ai trouvé un truc. Les deux conférences introductives, c'est pas facile de faire dialoguer des psys et des historiens de l'image, un peu sociologues, un peu historiens. Moi, je me suis dit que le point commun, c'est le thème de la séparation. Et évidemment, ça m'a fait penser à cette fameuse loi séparatisme dont il a été question en 2021. Et c'est-à-dire que finalement, la question de la radicalité se pense pour toi, Guillaume, comme pour toi, Maxime, en termes de séparation. Alors, recherche de séparation dans les deux cas, échec de séparation dans les deux cas, tentative, en tout cas, vouée à l'échec, point d'interrogation, dans ce que toi, tu décris en termes cliniques et dans ce que toi, Maxime, tu décris en termes de recherche d'image. Et c'est vrai que le choix du mot séparatisme, alors qui finalement n'a pas été conservé dans le projet de loi tel quel, mais qui était le thème utilisé par le gouvernement, je le trouve intéressant à cet endroit-là. Alors voilà, je dépose ça là comme ça et je vous laisse réagir. C'est juste. Non, mais il faudrait là faire intervenir même un linguiste, parce que... C'est une vraie question, complexe, puisque la question de quel est le type de discours qui a été opposé justement à un projet de loi contre le dit séparatisme. Dans le droit fil de ce que j'avais exposé plus tôt sur justement le retour à l'envoyeur et la critique même de la catégorie, c'était l'idée de dire en fait qui sont les séparatistes en fait dans la société actuelle, c'est la bourgeoisie et c'est les capitalistes, ce sont eux qui vivent entre eux, ce sont eux qui finalement se construisent leur propre quartier auquel il faudrait précisément ne pas avoir accès, etc. Donc effectivement il y a un enjeu de continuité à cet endroit-là aussi, puisque comme la radicalisation et comme d'autres catégories dont on discute cet après-midi, en fait, il y a toute la charge idéologique du terme, et il y a la capacité aussi de renversement en termes de critique sociale, en termes de reconstruction de quelle est la communauté et qui finalement chercherait à s'arracher au grand corps. Après, oui, c'est une catégorie psychique, c'est une catégorie d'aliénation aussi. Elle existe dans le discours, dans certains discours radicaux, dans certains discours militants. Pendant très longtemps, ça a été il y a un film de Guy Debord qui s'appelle Critique de la séparation, qui est un de ses premiers films. Donc Guy Debord, grande figure de l'international situationniste, donc un certain courant de l'extrême gauche française des années 60. Et la question de la séparation est une catégorie centrale dans le propos politique de l'époque. C'est l'idée de dire c'est le capitalisme qui sépare. On est séparés de nous-mêmes, puisque finalement nos logiques d'achat, notre rapport à la marchandise, notre rapport à la sexualité, notre rapport à la collectivité, enfin tout dans la société capitaliste nous sépare les uns des autres et nous sépare de nous-mêmes. Donc il y a aussi très concrètement sur cette catégorie des choses à dire, parce qu'elle a à un moment fait l'objet, et elle fait toujours par d'autres termes sans doute et d'autres élans critiques, elle fait problème véritablement. C'est au cœur de la critique, justement, de la société de consommation, du capitalisme généralisé. Et je vais compléter avec un propos psy, du coup, parce que cette question de la séparation, elle me paraît essentielle. Vous l'avez entendu dans mon analyse sur le parcours adolescent. Mais plus largement, qui dit séparation, pour moi, dit manque. Il manque quelque chose à partir du moment où on va se séparer. La séparation... la première séparation qu'est la naissance en elle-même génère le manque. Et ce manque, et la séparation de l'adolescence va générer un manque supplémentaire. Ce manque, il est le fondement, il est le terreau premier du ressentiment. Il me manque quelque chose auquel j'ai droit. Et c'est là-dessus que va se développer des rhétoriques de ressentiment que développe Cynthia Fleury bien mieux que moi. Je vous invite d'ailleurs à lire
son ouvrage sur le ressentiment. C'est elle qui parlait de Frantz Fanon tout à l'heure, le moment où j'ai eu un trou. Ce ressentiment étant justement ce vécu entre ceux auxquels j'aurais droit et ceux que j'ai dans la réalité. Et c'est un discours qu'on entend très régulièrement, que ce soit dans les revendications politiques ou les discours de terroristes même. Un travail de Pascal Marchand, qui est linguiste à l'Université de Toulouse, qui est porté sur les revendications, les scripts des propos de certains terroristes, notamment de Mera, et qui avait repéré comment dans ces propos revenait très régulièrement le préjudice, le ressentiment, le manque relatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce que je pense avoir le droit de mériter. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui fait un peu le lien, le pont. Pour reprendre un petit peu Frantz Fanon, quand vous parlez de Frantz Fanon, les damnés de la terre, et c'était cette question de l'aliénation. Donc, je me pose la question par rapport à ces adolescents, quand il y a cette défaillance dans la contenance parentale ou familiale. Donc ils sortent de ce système-là. C'est comme l'Algérie, le système colonial que Fanon dénonçait. Peut-être que ces adolescents, dans ce processus d'individuation et de séparation, ne s'opèrent pas. Et peut-être qu'ils vont à ce moment-là se révolter contre ce système défaillant pour adhérer à un autre système peut-être qui construit et qui l'idéalise. Finalement, ce système idéalisé ne verra jamais le jour. On l'a vu dans le processus de radicalisation de ces jeunes-là, quand ils adhèrent à une idéologie fantasmée, finalement, le califat. Finalement, est-ce que ce processus d'adhésion s'opère ou pas chez eux? Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu décris de comment ces adolescents vont se projeter dans un idéal pour venir justement compenser ce qui ne fonctionnait pas dans les dynamiques familiales. Après, est-ce qu'ils y adhèrent ? Est-ce qu'ils ont le choix finalement ? Je me dis, quelle est l'alternative pour eux ? C'est bien tout l'enjeu du travail que nous avons à mener auprès d'eux, c'est de leur montrer qu'il y a des alternatives. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Mais je repense à certaines situations que vous avez également, où c'est certainement pas que le travail qu'on a pu mener, mais d'autres formes d'accompagnement qui leur ont permis d'avoir un sentiment de prise sur leur existence. Le sentiment d'avoir un regard positif sur eux, qui est venu apaiser, notamment par le travail, ou par, que sais-je, d'autres choses, qui est venu apaiser un temps, suffisamment en tout cas, ce vécu de ressentiment qu'ils avaient. Il restera certainement des fragilités, des fissures, mais si on a tant soit peu réussi dans ces périodes de vulnérabilité massive, on a réussi à venir apaiser un peu ce ressentiment, et on aura déjà fait un grand boulot. Est-ce qu'on pourrait penser que à l'adolescence et dans les mouvements adolescents actuels, le corps est représenté comme une fonction d'espace transitionnel, du coup, dans le sens où il se viendrait faire l'intermédiaire des tentatives d'expérimentation entre le vécu de l'enfant et le vécu familial, et comment il peut se représenter, ce qui peut se jouer entre les deux, les mouvements qu'il y a entre les deux, et donc se faire écran d'un fonctionnement à la fois subjectif et familial. Je ne vais pas être bon sur ce sujet-là. Je ne vais pas savoir comment te répondre. Je me dis que oui, mais c'est nul comme réponse. Il faudrait que je développe davantage. Mais aidez-moi. Quelqu'un a une idée ? Quelqu'un a envie de prendre la parole, de réagir sur cette question ? Peut-être. J'essaye de trouver, un exemple clinique qui viendrait un peu parler de ça. Je pense que, par exemple, la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qu'on a nommée Jeanne, c'est certainement ce qu'elle a essayé de faire. Elle a essayé de trouver de différentes façons comment se réapproprier son corps, alors même qu'elle
elle n'avait pas la possibilité même de le prédéfinir, on va dire comme ça. Puisque c'est ce qu'on a observé après en thérapie familiale, elle ne savait pas grand-chose de qui elle était en termes des multiples identités qui la composaient. Ça, puis ce qu'on a compris bien plus tard, qu'on avait repéré, pressenti, mais il nous a fallu quand même plus de 3 ans pour qu'elle ose en parler, c'est qu'elle avait été violée, cette jeune fille. Et donc, il y avait tout un aspect de réappropriation de son corps qui lui était impossible. Impossible puisque ce viol, elle n'en avait parlé à personne, personne n'était au courant. Ce corps, il était également mis en danger à différents endroits, il était fragile à différents endroits, on le voyait dans les autres membres de la famille. Un membre de la famille qui abîmait son corps dans l'alcool, une autre personne dans la famille qui venait questionner son identité de genre, donc aussi le corps sexuel genré qui était donné à la naissance. Un autre corps d'une sœur qui était multipercée et tatouée, auquel elle va d'ailleurs s'identifier plus tard en elle-même se perçant et se tatouant. Donc j'ai l'impression que objet transitionnel, compliqué à formuler de la sorte, je ne sais pas si j'appliquerais la terminologie de Winnicott à cet endroit-là, à proprement parler, mais va se jouer en tout cas une dialectique entre le corps de la famille, les corps de la famille, le corps que la famille me laisse, et celui que j'ai là, moi, âgé de 14 ans, qui est en mauvais état, dont je ne sais pas quoi faire, que je veux cacher, que je veux essayer de m'approprier, mais je ne sais pas comment le faire. Un corps dont on ne pouvait pas trop parler aussi, c'est ce qu'on observe dans beaucoup de ces familles. On ne peut pas trop en parler, ce corps. On va l'observer, mais il n'y a pas peu de mots pour en dire quelque chose. Elle arrête le judo, mais rien n'est dit sur pourquoi, brutalement, du jour au lendemain, elle arrête le judo, qui sport ô combien mettant en jeu le corps. Le judo va être arrêté brutalement du jour au lendemain, personne ne va en parler. Et donc nous, l'enjeu qu'on va avoir, c'est pouvoir aussi parler du corps réel, parler d'un corps imaginaire, comment on imagine notre corps d'enfant et notre corps qui va devenir un corps d'adulte. Et souvent, du moins c'était dans beaucoup de familles, c'était pas possible de parler du corps imaginaire. On allait décrire de façon très factuelle un corps réel, il est voilé, il est scarifié, il est ceci, il est cela, mais parler du corps imaginaire de l'enfant et le corps imaginaire que les parents portaient, c'était inaccessible. Et ça reste difficilement accessible.